Bonjour à toutes et tous. Donc nous sommes ravis que vous ayez accepté l'invitation et à nous rejoindre sur cette présentation des métiers du contrôle au sein de la branche recouvrement. Donc là, délibérément, vous avez constaté que les micros sont coupés, que les caméras sont coupées, mais l'intervention se veut interactive et participative. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Un modérateur sera là pour répondre à vos questions en direct où on laissera la parole à l'intervenant pour expliciter davantage vos interrogations. Cette présentation va se décomposer en plusieurs parties. La première partie qui sera une présentation générale. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Voilà, une présentation générale de la sécurité sociale. Un petit focus sur la présentation de l'URSSAF Rhône-Alpes et du contrôle. Donc cette partie sera animée par Maxime Brelman qui se présentera. À l'issue, vous pourrez poser vos questions et on essaiera d'y répondre à la mesure du possible. Ensuite, on vous présentera les différents métiers pour lesquels, voilà, si vous souhaitez postuler. Donc, les métiers d'inspecteur, contrôleur, contrôle d'assiette et lutte contre le travail dissimulé. Et puis, le contrôle sur pièce. Et enfin, on vous présentera tous les aspects RH liés au recrutement et aux modalités de formation. Je donne la parole et je passe la parole à Maxime pour la présentation de la sécurité sociale. À vous, Maxime. Oui, merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une présentation assez générale du contexte dans lequel le contrôle s'exerce, donc avec une première slide sur l'environnement sécurité sociale, donc dans lequel s'inscrit le contrôle. Donc la sécurité sociale, donc notamment pour les externes qui nous suivent, qu'est-ce que c'est? La sécurité sociale, c'est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera de moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Ce principe s'incarne dans un certain nombre d'organismes, d'institutions. Vous connaissez le régime général, le régime agricole, des régimes spéciaux et d'autres. Et un certain nombre aussi, et vous connaissez bien sûr les risques aussi qui sont couverts par ces institutions, la maladie, la retraite, la famille et les accidents, maladies professionnelles et accidents du travail. On peut passer à la slide suivante. Oui, merci. Donc l'URSSAF s'intègre bien entendu dans cette grande institution qu'est la sécurité sociale. L'URSSAF Rhône-Alpes est la seconde URSSAF du réseau. Vous avez sous les yeux la carte. Vous voyez qu'on est une région Rhône-Alpes très étendue avec de nombreux sites. On a 13 sites établis sur 8 départements. On a 2 services nationaux, certains que vous utilisez peut-être, notamment le CESU. Et on a aussi le service des travailleurs frontaliers en Suisse. L'URSSAF Rhône-Alpes, donc c'est un organisme d'une taille assez conséquente puisqu'on compte plus de 1700 collaborateurs, avec un fichier, comme vous le voyez, assez volumineux aussi d'entreprises, étant donné que la région est assez dynamique sur le plan économique, avec, vous le voyez, plus de 925 000 comptes gérés. En termes d'encaissement, on est à peu près à 48,2 milliards d'euros encaissés. On représente à peu près 10% des encaissements du réseau et une gestion paritaire, donc avec un conseil d'administration avec un certain nombre de représentants. On peut passer à la slide suivante. Oui, le réseau des URSSAF, on l'entend classiquement, bien sûr, sous l'angle du financement de la protection sociale. C'est bien entendu sa mission principale, mais il y a également la garantie des droits sociaux
et l'accompagnement de l'ensemble des employeurs et entrepreneurs. Donc, on voit ainsi qu'au niveau des URSSAF, on a une dimension à la fois de financement du modèle de sécurité sociale et une dimension économique. Dans tout ça, donc on a le contrôle donc au niveau de la région Rhône-Alpes. De manière schématique, hein, l'idée, c'est pas forcément essayer de rentrer dans les très grands détails. Au contrôle, il y a deux jambes au contrôle. Il y a le contrôle hors LCTI, dit aussi contrôle comptable d'assiette. On va beaucoup parler de CCA. Et le contrôle LCTI, lutte contre le travail illégal. On a aussi un pôle d'appui et d'expertise, mais ça, on y reviendra juste après dans la présentation. Donc, ces deux jambes donc, vont être managées par une structure, si je le fais simple. Donc, vous avez la direction contrôle, donc le directeur contrôle, donc en l'occurrence, moi, qui vais être en responsabilité d'un certain nombre d'équipes et de managers. Donc, bien sûr, un management régional du contrôle comptable d'assiette, avec des managers aux différents niveaux à la fois départementale et aussi à l'échelle de l'espace de gestion, on y reverra, avec des équipes composées d'inspecteurs, de contrôleurs, de secrétaires. Et on a la même chose donc du côté de la LCTI avec des équipes qui vont être managées et qui sont composées donc d'inspecteurs, de contrôleurs et d'assistants. Et pour venir en appui de l'ensemble, on a donc notre pôle régional d'appui et d'expertise qui vous montre aussi qu'au niveau du contrôle, on a bien entendu le corps de contrôle, mais un certain nombre d'expertises qui arrivent en appui. Et bien entendu, un rôle très important, vous l'avez vu, la région est grande, du management de proximité où chaque manager a donc en charge un secteur et une équipe et peut aussi avoir des missions d'expertise ou au moins des missions de coordination avec d'autres équipes. Là, pour vous y voyez un peu plus clair, voilà un peu à quoi correspond notre organigramme. Nous sommes aujourd'hui directement rattachés à la direction régionale. Peut-être deux choses à retenir de ce graphique. La première, c'est que vous voyez que le contrôle comptable d'assiette, donc CCA, c'est à peu près 70% des effectifs, la LCTI 30%. Et ce qui ressort aussi bien, c'est que vous voyez qu'on essaie de sortir d'une logique départementale avec des espaces de gestion qui vont comporter, par exemple pour le CCA, une quarantaine de personnes. Donc vraiment, on essaie de travailler dans cette logique régionale. Peut-être pour vous projeter, ce qui est intéressant, c'est de voir les cartes. Donc, vous voyez les différentes cartes d'implantation des espaces de gestion. Là, vous avez les espaces de gestion CCA, avec parfois des territoires assez étendus et d'autres plus resserrés qui s'expliquent aussi par parfois une activité économique beaucoup plus dense sur le secteur. Et on va pouvoir faire la comparaison juste après avec la carte de la LCTI. Vous voyez qu'on est sur des pôles donc, avec moins de personnes et un découpage légèrement différent de la géographie, mais on essaye voilà, de tenir compte des disparités géographiques. Et vous voyez bien que qu'on essaie d'avoir donc sur l'ensemble du territoire, donc à la fois des inspecteurs, des contrôleurs et des assistants. Je dis deux mots de l'expertise. Donc, je vous l'ai dit, le contrôle, c'est un corps de contrôle, mais les missions qui nous sont confiées nous imposent aussi de perfectionner notre expertise dans un certain nombre de sujets. Par exemple, l'aspect juridique, qui est très important pour avoir des procédures sécurisées. Le contrôle, ça ne se fait pas de manière au doigt mouillé, ça se fait avec beaucoup de planification. Donc, on a une expertise aussi qui s'est développée sur ce sujet. On a de la maîtrise d'activité. Bien entendu, comme tout secteur public ou même là, c'est quelque chose qu'on voit dans le secteur privé aussi, on a un suivi de la performance qui est assuré avec un certain nombre de tableaux de bord qui sont à notre disposition. On a une coordination aussi sur la formation RH parce là on le voit aujourd'hui, on
On est dans un webinaire pour inciter et accueillir de nouveaux inspecteurs et contrôleurs. Donc vraiment, le sujet RH est très important pour nous et la dimension outils, vous le voyez dans l'actualité, elle est essentielle dans tous les secteurs d'activité. Donc on s'est bien entendu aussi doté de l'expertise pour pouvoir être à jour de notre secteur. Peut-être juste un mot aussi pour vous dire comment la stratégie contrôle est déclinée. La stratégie contrôle est déclinée donc au niveau national à travers ce qui s'appelle une convention d'objectifs et de gestion. De manière simple, les ministères de tutelle signent avec notre caisse nationale, donc l'URSSAF Caisse nationale, un contrat qui définit notre stratégie de recouvrement pour les 5 prochaines années. La COG actuelle a été signée en 2023. Ensuite, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est comme ça, vous l'avez en tête. Donc, une fois que la Caisse nationale a signé sa COG, elle signe avec les organismes locaux, donc avec l'URSSAF Rhône-Alpes, un contrat pluriannuel de gestion qui est de la déclinaison tout simplement de la COG. Et nous avons des liens forts avec le national également au niveau donc de Rhône-Alpes et ça marche pareil dans toutes les régions, puisque la Caisse nationale nous donne aussi un certain nombre d'orientations national contrôle que nous sommes en charge de décliner. Donc tout ça pour vous dire que le contrôle agit dans une équipe avec des niveaux, aussi un niveau national qui est très important et qui nous oriente et que nous déclinons donc en région. Et je suis à l'écoute si nous avons des questions. Oui, Maxime, on a 2 questions, me semble-t-il. Ça concerne les voitures de fonction. Savoir si des voitures de fonction sont mises à disposition des inspecteurs et dans l'affirmative, à quel moment? Le métier d'inspecteur suppose de devoir se déplacer, donc il y a un véhicule de fonction qui est mis à disposition des inspecteurs qui le reçoivent sauf erreur, à l'issue de leur formation. C'est exactement ça. Voilà. Les inspecteurs ont un véhicule de fonction qui leur est mis à disposition une fois qu'ils sont certifiés, donc à l'issue de la formation. Une autre question pour Maud. Bonjour, quel est le statut des inspecteurs et contrôleurs? Est-ce qu'ils sont fonctionnaires? Alors non, les inspecteurs et les contrôleurs du recouvrement, comme tout collaborateur de l'URSSAF, ne sont pas fonctionnaires. On a des contrats de droit privé. Merci, Maud. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Non. Donc, on peut passer sur la présentation des métiers. Okay, donc, je laisse la parole à Najat. Bonjour, donc là, on va s'attacher à vous présenter donc, les métiers d'inspecteur, donc inspecteur CSA, également inspecteur LCTI, et également le métier de contrôleur. Alors, quelles sont les missions? Notamment de l'inspecteur CCA. Donc, l'inspecteur CCA, comme vous pouvez le lire, donc, régularise des cotisations et des contributions sociales en cas d'anomalie. Pour ce faire, il doit vérifier la conformité des déclarations effectuées par les entreprises en examinant sur place les documents. Son rôle aussi est de garantir aux salariés le respect de leurs droits sociaux et d'assurer aux employeurs une saine concurrence. Lors du contrôle, l'inspecteur, notamment CCA, conseille l'entreprise, l'employeur, pour une bonne compréhension et application de la législation. Il contribue également à la lutte contre la fraude sociale. Donc, même s'il n'a pas la casquette d'inspecteur LCTI, il participe également donc, à la lutte contre l'évasion sociale, les fraudes et le travail dissimulé. Il informe les entreprises sur les risques engendrés par la fraude et le travail dissimulé. Donc, pour mener à bien ces diverses missions, l'inspecteur est amené à travailler avec différents partenaires, notamment les impôts, les banques, les contrôleurs, les inspecteurs LCTD, qui sont spécialisés sur des problématiques de travail, notamment de travail dissimulé, et aussi avec d'autres organismes de la sécurité sociale. Alors, concernant donc les missions inspecteurs
LCTI. Je laisse la parole à Charlotte. Bonjour. Alors, je me présente rapidement, Charlotte Barlerin, inspecteur manager en charge de la lutte contre le travail dissimulé et des équipes qui sont en charge de la lutte contre le travail dissimulé. Donc, quelles sont les missions de l'inspecteur LCTD? Il démontre le recours au travail dissimulé. Donc, effectivement, nous, dans nos contrôles, on va intervenir de manière inopinée dans les entreprises, c'est-à-dire qu'à la différence du contrôle comptable d'assiette, on ne préviendra pas lors de notre arrivée. Vous imaginez bien que si on prévenait, ils seraient tous déclarés ou pas là. Et nous, on va s'attacher du coup à démontrer que les personnes ne sont pas déclarées ou que l'intégralité des heures ne sont pas déclarées. Donc ça, et on va faire des contrôles sur place, on va aussi faire des contrôles sur pièce, donc on va exploiter pas mal de documents au bureau, des comptes bancaires notamment. On va évaluer le préjudice pour la sécurité sociale, parce que nous, la question, c'est savoir s'il y a un préjudice ou pas pour la sécurité sociale, donc en termes de cotisation. Et effectivement, on va être sollicité par pas mal de partenaires qui, eux, vont relever le travail dissimulé et vont s'adresser à nous en disant, bah voilà, on a relevé tel fait, quel est le préjudice pour vous? De façon notamment à ce que dans le cadre des procédures pénales, qu'on va pouvoir nous instruire, donc dans certaines procédures, on va complètement établir la procédure pénale et la procédure civile, et dans certaines autres procédures, on va faire que la partie civile, et la procédure pénale, ce sera nos partenaires qui la feront. Et il arrive effectivement que nos partenaires aient besoin de nous pour chiffrer le préjudice parce que les parquets sont preneurs. Ils ont besoin de savoir si le préjudice est de 1 000 € ou 100 000 € pour eux se positionner au niveau pénal. Nos partenaires, alors là sur le PowerPoint, on n'en cite qu'une partie parce qu'effectivement il y a police, gendarmerie, douane, les services fiscaux, les contrôleurs, inspecteurs généralistes, les autres organismes de la sécurité sociale, mais on a aussi beaucoup l'inspection du travail. On peut aussi travailler avec la MSA. Toutes les personnes qui sont amenées dans le cadre de leur mission à suspecter du travail dissimulé, on va travailler avec elles. Voilà, pour les missions principales des inspecteurs. Charlotte, je te coupe, on a une question d'Hélène qui Oui. Se demande la différence entre LCTD et LCTI. Alors, en fait, LCTD, c'est parce que l'infraction de travail illégal, elle regroupe, c'est une infraction très générale qui regroupe 5 sous-infractions. Et effectivement, nous, à l'URSSAF, on est habilité qu'à relever le travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié et la dissimulation d'activité. C'est 2 choses différentes. Nous, c'est les seules 2 sous-infractions pour lesquelles on est compétent. En revanche, depuis 2019, on a des textes qui nous permettent d'appliquer des sanctions en cas de travail illégal, de manière plus générale. Donc, avant 2019, il était juste d'utiliser uniquement le terme de travail dissimulé parce qu'on n'intervenait pas du tout sur les autres champs. Or, depuis 2019, maintenant qu'on peut appliquer des sanctions sur quasi l'intégralité des infractions de travail illégal, on va plus utiliser le terme de LCTI. Voilà. Mais après, c'est une limite... on a le temps après d'explorer quand on est dans le métier, mais grosso modo, voilà la différence, quoi. Parce que, par exemple, dans le travail illégal, vous avez les employés sans titre de travail. Nous, on ne le relève pas, ça. Nous, la personne, même si elle n'a pas le droit de travailler sur le sol français, on estime qu'elle peut être déclarée. Voilà, c'est un exemple. Pour autant, si un de nos partenaires, dans le cadre d'une procédure pénale, relève cette infraction, nous, on pourra demander à l'employeur, on pourra annuler les exonérations dont l'employeur aura bénéficié. Voilà, c'est un petit peu complexe peut-être, mais la vision générale, c'est ça. Ok, ensuite, quelles sont les qualités requises? Donc là, on va être dans des qualités très normées, donc avoir le sens de l'équité et du service public. Après, c'est super important quand même d'arriver dans ce métier en ayant certaines valeurs.
parce que ces valeurs, on les véhicule tous les jours auprès de nos partenaires, mais surtout auprès des cotisants, parce que je vous donnais les missions dans le cadre du travail dissimulé, mais nos missions aussi, c'est d'expliquer, de faire comprendre, et qu'à l'issue de notre contrôle, la personne, elle déteste pas l'URSSAF, mais qu'elle ait compris l'erreur et pourquoi est-ce qu'elle cotise. Avoir l'intérêt pour le monde de l'entreprise, forcément, hein, les cotisants, c'est quoi? C'est le monde de l'entreprise. Donc, voilà, le goût de l'investigation et l'analyse des chiffres, ça, effectivement, c'est mieux parce que ça représente 90% du temps qu'on va passer sur nos dossiers, l'investigation et l'analyse des chiffres. Être à l'écoute et savoir s'adapter à vos interlocuteurs en faisant preuve de pédagogie, parce que c'est notre travail de tous les jours, hein, au contact du cotisant. Il faut qu'on soit en capacité de l'écouter, de l'entendre et de s'adapter parce qu'on a un public très vaste et qu'en fonction de ce public, eh ben, il faut pouvoir adapter son langage, mais aussi sa façon de se positionner et d'être. Rester discret pour préserver la confidentialité des dossiers traités. Donc ça, c'est impératif, que ce soit dans le cadre du contrôle comptable d'assiette, mais aussi encore plus dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, parce qu'on a des procédures pénales sur nos bureaux. Donc, on est soumis au secret de la procédure. S'adapter aux nombreux changements, taille des entreprises, lieux, interlocuteurs, parce que on a aussi, la législation change tout le temps, nos outils changent pour s'améliorer, mais du coup, il faut être en capacité de s'adapter. Et puis nos interlocuteurs s'adaptent aussi à la fraude. Voilà, ils évoluent aussi. Donc, nous, on doit évoluer dans nos pratiques. Exercer son sens de l'organisation et des responsabilités. Donc, ça, c'est super important et je le relierai à la qualité d'en dessous, donc de travail en autonomie. Être inspecteur, c'est être très autonome, mais ça veut dire être capable de s'organiser et maîtriser l'outil informatique, bien sûr. Hein, aujourd'hui, on fait plus sans et il faut être un minimum à l'aise, hein, même si effectivement, il y a beaucoup de formations, il y a des suivis et lors de la formation, mais aussi tout au long de sa carrière, on suit des formations, voilà. Mais à la base, il faut être un minimum à l'aise. Et puis, j'ajouterais avoir le goût du métier, parce que pour moi, ça semble indispensable, c'est aimer ce qu'on fait, parce que effectivement, dans nos métiers, on va rencontrer des difficultés d'outils, d'interlocuteurs, etc. Oui, ça fait partie du jeu, mais c'est aussi pour ça qu'on aime notre métier, parce que chaque jour est différent. Mais il faut arriver avec l'envie, et le reste se fait après. Je vais passer la parole à Najat pour la suite. Alors, concernant donc le statut de l'inspecteur, donc l'accès au métier d'inspecteur est conditionné par la réussite de la formation initiale nationale, c'est-à-dire qu'une fois recruté, vous devez mener à bien cette formation et effectivement, in fine, réussir à valider donc la formation initiale nationale. Donc, la fonction d'inspecteur est une fonction réglementée. L'inspecteur bénéficie d'un agrément et doit prêter serment. Donc, avant d'entrer en fonction, l'inspecteur doit prêter serment devant le tribunal judiciaire de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Et toute violation de serment est punie de peines qui sont fixées par un article du Code pénal. Donc, le rôle de l'inspecteur est défini par l'article L243-7 du Code de la sécurité sociale. L'inspecteur est un salarié d'un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. C'est ce que Maud Mallier, tout à l'heure, vous a précisé. On n'est pas fonctionnaire, mais on est des agents privés qui sommes chargés d'une mission de service public. Donc, l'inspecteur est astreint au secret professionnel. Lors des contrôles, vous allez avoir accès à un certain nombre de documents, de transactions, de documents très, très sensibles. Des fois même, les interlocuteurs sont réticents à nous les communiquer, mais on a des textes qui doivent nous les communiquer. Donc, ces documents, on y a accès, on les consulte, on les examine, on en tire les conclusions. Mais par contre, on reste astreint au secret professionnel. Je rappelle également que les inspecteurs, donc CCA ou LCTI, sont titulaires d'une carte professionnelle nationale.
Donc, on peut passer à la slide suivante et je laisse la parole de nouveau à Charlotte. Allez, donc la stratégie commune de contrôle et LCTI, donc être présent sur tout le territoire, ça c'est impératif, hein, c'est aussi l'équité entre les cotisants, l'égalité de traitement, et couvrir les enjeux financiers majeurs, donc le taux de contrôle, cotisation et montant de redressement LCTI. Donc oui, mais on va, ça rejoint le point d'au-dessus, c'est qu'on va couvrir les enjeux majeurs, mais qu'on sera aussi sur des enjeux mineurs parce que c'est des secteurs sur lesquels il faudra être présent. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Najat, pour la suite. On t'entend pas, Najat. Merci Charlotte. Donc, choisir l'action la plus adaptée au risque du cotisant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des entreprises, on va dire, qui sont entre guillemets citoyennes et d'autres qui sont entre guillemets fraudogènes. Donc, nos actions, on les adapte donc au risque du cotisant, donc au risque du secteur. On a certains secteurs qui nécessitent une approche risque différente par rapport à un autre secteur. Et on parle de taux de régularisation. Donc, c'est ce que a très justement souligné Maxime en début de présentation. Aujourd'hui, on a tout un travail en amont. Les contrôles qui sont attribués aux inspecteurs ne sont pas des contrôles qui tombent un peu comme ça du ciel. Il y a tout un travail de planification, un travail autour des secteurs avec des cotations qui remontent, des scorings. Et in fine, généralement, ces dossiers-là, quand on les a, c'est en règle générale des dossiers qui au bout du bout, sont des dossiers qui font l'objet d'une régularisation. Ensuite, il y a un autre point, prendre en compte les besoins d'accompagnement du cotisant. C'est-à-dire que certains cotisants ont besoin à un moment d'être accompagnés sur des dispositifs parce qu'ils souhaitent mettre en place, par exemple, un accord d'épargne salariale. Ils hésitent entre de l'intéressement, si oui, quelle formule de calcul. Ils ont des questions qui portent sur l'assiette sociale en règle générale ou sur des contrats spécifiques. Donc, nous, on a aussi une obligation de qualité de service. Donc, nos cotisants, on les accompagne de façon à ce que, ils soient de façon à ce qu'ils déclarent à juste titre les cotisations qui sont réellement dues. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, quelques notions générales et définitions. Donc, concernant le contrôle comptable d'assiette, donc on a un certain nombre d'actions, on parle d'actions. On a une action qui s'appelle 110, 117, 119, 120, 121. Principalement, les inspecteurs réalisent des actions 110 qui sont le contrôle comptable d'assiette, qui est le contrôle, on va dire, classique, qui est connu. On envoie un avis de contrôle, on prévient l'entreprise, on se déplace, on fait un contrôle sur place à partir des documents qui sont préparés. Et on fait un entretien conclusif et on envoie une lettre d'observation. Après, on a le contrôle TSA. Le contrôle TSA signifie taxe de solidarité additionnelle. C'est un contrôle spécifique où on a un groupe d'inspecteurs qui sont, entre guillemets, formés et habilités justement à faire ce type de contrôle, qui est un contrôle qui est à la marge du contrôle comptable d'assiette et qui est un contrôle spécifique. Ensuite, on a le contrôle des taxes pharmaceutiques. Donc, avec Île-de-France, l'URSSAF, Rhône-Alpes, on est deux à mener ce type de contrôle. C'est le contrôle des laboratoires, des grands laboratoires. Donc, au-delà du contrôle comptable d'assiette qu'on peut mener sur ce type de structure, il y a un contrôle parallèle qui porte sur les taxes pharmaceutiques qui sont dues par les laboratoires. Et pareil que pour le contrôle TSA, on a un groupe d'inspecteurs qui sont formés et experts dans ce type de contrôle. Après, on a un contrôle partiel, comme son nom l'indique, on peut être amené à aller contrôler une partie de l'assiette sociale. Et on a ce qu'on appelle le complément suite à contrôle qui peut intervenir dans certains cas de figure. Mais voilà, pour ne pas vous perdre, on ne va peut-être pas rentrer dans ce niveau de détail. Donc, je vais passer la parole à Charlotte pour l'aspect LCTI. Après, ce sera Nicolas pour l'aspect contrôleur. Ok, merci. Du coup, nous, on lutte contre le travail illégal. On va avoir plusieurs types d'actions. Donc, une action qui va viser en fait le régime général, donc les employeurs. Une action qui va viser les travailleurs indépendants.
Une autre action qui va viser l'exploitation de procès-verbal LCT, donc ça, c'est ce que je vous expliquais, quand nos partenaires, notamment police, gendarmerie et inspection du travail, rédigent des procès-verbaux qui relèvent l'infraction de travail illégal. Donc là, on aurait pu, par exemple, mettre LCTI. On va en tirer les conclusions, donc on va venir chiffrer le préjudice civil. Ensuite, 134, donc ça, c'est la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre. Pourquoi? Parce que quand on va verbaliser une entreprise et que celle-ci est insolvable, on va pouvoir aller demander le montant de notre redressement, de notre préjudice, au donneur d'ordre, donc à l'autre entreprise qui aura demandé à l'entreprise sous-traitante d'intervenir parce qu'elle n'aura pas été vigilante. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des entreprises qui s'organisent comme ça, qui volontairement prennent des entreprises défaillantes parce qu'elles sont moins chères que les autres. Forcément, quand on ne déclare pas, on est moins cher. Donc pour ça, on va vérifier différents points. La législation prévoit que quand on fait appel à une entreprise, on doit vérifier spécifiquement des points, assurer que l'entreprise à laquelle on fait appel est en règle. Si elle n'est pas en règle, eh ben, on peut être appelé à payer le montant du redressement. Ensuite, les 135, donc ça, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'annulation des exonérations de charges patronales du donneur d'ordre. Donc ça, quand on relève du travail illégal, ou même dans le cadre de la solidarité financière, on peut venir annuler les exonérations auxquelles pouvait prétendre le donneur d'ordre. Voilà, et ensuite, on a les actions de prévention, et je vais passer le relais, je crois, à Najat pour ces actions-là. Alors, concernant les actions de prévention, donc, on a la visite conseil, on y reviendra dans la slide suivante, et ce qu'on appelle la prévention épargne salariale. La visite conseil, c'est lorsque l'entreprise, une jeune entreprise, sollicite l'URSSAF pour juste être rassurée sur sa pratique, pour savoir si elle déclare bien, si elle est bien, entre guillemets, dans les clous. Donc voilà, c'est une offre de service qui est proposée à destination des jeunes entreprises. Concernant la prévention d'épargne salariale, c'est ce qu'on appelle l'examen des accords d'épargne salariale. Aujourd'hui, les inspecteurs CCA, donc ceux qui sont en charge du contrôle comptable d'assiette, ont pour mission d'examiner, de sécuriser les accords d'épargne salariale qui sont transmis par les entreprises via une plateforme qu'on appelle Téléaccord. Donc, ils envoient tous les documents et nous, les inspecteurs, prennent entre guillemets le relais. Donc, les secrétaires leur envoient entre guillemets les accords et prennent le relais, examinent, voire échangent avec les entreprises pour avoir des compléments d'information et notifient ce qu'on appelle une décision administrative, soit de conformité, quand tout va bien, soit de non-conformité. Si on est dans le cas d'une non-conformité, bien évidemment, on leur explique pour quelles raisons et quels sont les ajustements à faire dans le cadre d'un avenant à venir. Là, je pense que je vais passer la parole à Nicolas, mais sur ces deux points, on y reviendra sur notre slide. Alors, il faut juste revenir sur la slide. Oui, bonjour à tous. La slide d'avant, je pense. Oui. Moi, je viens juste très rapidement sur la partie contrôle sur pièce. On en parlera juste après. Donc, on a 3 actions pour les contrôles sur pièce. La première, c'est la 123. Donc, c'est des contrôles pour des contrôles de société. On va aussi effectuer des contrôles 203. Donc, c'est des contrôles de revenus de travailleurs indépendants, profession libérale, gérant majoritaire de société, etc. Et aussi des contrôles dits 205, des contrôles des chiffres d'affaires des micro-entrepreneurs. Voilà, je laisse la parole, je crois, à Najat juste après. Merci. Alors, je reprends la parole. Donc, contrôle comptable d'assiette, la définition. C'est contrôler sur place la personne dans sa globalité en privilégiant une démarche d'approche risque, les aspects législatifs sur la totalité et la période non prescrite hors année en cours. Alors, ça signifie qu'un inspecteur, lorsqu'il mène son contrôle, bien évidemment, il ne peut pas faire de l'exhaustif. Alors, vous imaginez bien, si vous avez une entreprise de, on va dire, de 1000 salariés, 1500 salariés, on ne peut pas faire de l'exhaustif. Dès lors, il met en place ce qu'on appelle aujourd'hui une approche risque, et d'ailleurs, c'est ce qui est demandé par le national, c'est-à-dire en fonction, entre guillemets, de l'historique de l'entreprise, si elle avait fait l'objet, par exemple, d'observations sur des points particuliers, si elle a fait l'objet de régularisation, on va être vigilant forcément sur ces points-là. En fonction du secteur, donc certains secteurs, on va, par exemple, creuser certains aspects plutôt que d'autres.
Donc, c'est ça l'approche risque, c'est qu'on ne peut pas malheureusement faire de l'exhaustif parce que c'est chronophage en temps. Et l'idée, c'est d'être en capacité de contrôler, comme c'est indiqué, en globalité et de sécuriser ce qui doit être sécurisé et surtout contrôler toutes les périodes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on contrôle 3 ans, il y a des périodes où on va être obligé de contrôler 2 ans parce qu'on n'a pas encore les données nous permettant de fiabiliser les montants constatés. Donc, les aspects de la législation sont appréhendés donc, dans leur ensemble et non sur un point particulier. Donc, on met en place ce qu'on appelle une approche globale. Et si on voit qu'il y a un risque avéré, donc forcément, c'est un peu la méthode de l'entonnoir. Et à ce moment-là, on adapte nos investigations. Donc, sont consultés notamment donc, les documents de base juridique, donc les PV d'assemblée, les rapports des commissaires aux comptes, l'extrait CABIS, les documents sociaux, donc c'est les bulletins de salaire et tout ce qui gravite autour, les journaux de paie, les états des charges par cotisation, etc., les contrats de prévoyance, de retraite supplémentaire, l'épargne salariale, également les documents comptables et ce qu'on appelle aujourd'hui le FEC, qui est le fichier des écritures comptables, qui est un document qui, à la base, est à destination de l'administration fiscale et qu'on peut exploiter et qui nous apporte un niveau d'information beaucoup plus important que ce qu'on connaissait précédemment, notamment avec les grands livres comptables. Donc tous ces documents sont nécessaires à la vérification de l'application des conditions de déclaration du personnel et de la détermination de l'assiette. Donc, je vous rassure, pour les juristes, si vous rentrez en formation, vous allez avoir des modules portant sur la comptabilité. Et pour les comptables, vous aurez des modules aussi en lien avec le droit social, le droit des sociétés. Donc, ne soyez pas inquiets. On va passer à la slide suivante. Donc, les autres activités, c'est les activités dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la prévention, c'est la sécurisation des accords d'épargne salariale. C'est une des missions qui relève de l'inspecteur CCA. Et on fait aussi des contrôles aléatoires LCTI, c'est-à-dire que même si on n'a pas la casquette officielle inspecteur LCTD, on participe à des opérations de contrôle, des fois en binôme avec des inspecteurs CCA ou même en binôme avec des inspecteurs spécialisés LCTD. On effectue des visites conseils. On a un groupe d'inspecteurs qui justement est mobilisé pour apporter conseil aux entreprises qui justifient de moins de 2 ans d'existence et qui procèdent à leur première embauche. Donc, on est vraiment dans un rôle de conseil et un rôle, il faut être en capacité de communiquer, d'expliquer, de reformuler. Nos interlocuteurs sont divers et variés. Vous pouvez avoir un PDG d'un grand groupe, comme vous pouvez avoir un boucher ou un fleuriste qui fait lui-même ses déclarations sociales. Il faut être en capacité, de communiquer et d'être pédagogue de façon à ce que notre interlocuteur comprenne exactement les problématiques soulevées et soit en capacité par la suite d'être au clair par rapport à l'assiette des cotisations et contributions sociales. On participe également à des salons professionnels. On participe aussi à des interventions auprès des facultés, au forum métier. Enfin, notre rôle, c'est aussi tout ça. On peut aussi intervenir auprès de la chambre de commerce. On peut intervenir auprès, par exemple, des cabinets comptables lorsqu'ils nous sollicitent. L'idée, c'est aussi au-delà de nos contrôles, d'apporter une offre de service, d'être en capacité, de travailler en bonne intelligence avec toutes les parties prenantes qui impactent donc les cotisations et les contributions URSSAF. Et là, je passe la parole à Charlotte pour tout ce qui concerne la lutte contre le travail illégal. Alors, les réalisateurs, bien sûr, c'est les inspecteurs du recouvrement, contrôleurs sur des champs plus limités. La définition. Donc, les actions menées spontanément à partir d'éléments déclencheurs sur une personne juridique, employeur, travailleur indépendant ou micro-entrepreneur. Qu'on vous dit, c'est qu'en fait, on intervient dès lors qu'en fait, on a une suspicion d'activité commerciale, on peut intervenir. Et ce, bien sûr, sans prévenir. Le contrôle est engagé dès qu'une information reçue ou une recherche laisse présumer l'existence d'une infraction, mais aussi sans, parce qu'on peut faire des contrôles inopinés. On a des secteurs d'activité qui sont plus fraudogènes que d'autres, et donc sur ces secteurs-là, notamment le BTP, on va organiser des actions sans forcément avoir
avoir de suspicion de travail dissimulé au départ. Les actions de prévention sont menées donc sans information ni recherche préalable. C'est ce qu'on vous disait. Ces actions peuvent donner lieu à l'établissement ou pas d'un procès-verbal, en sachant que en travail illégal, en travail dissimulé, on va s'attacher à démontrer qu'il y a une infraction. Pour ça, il nous faut les 3 éléments, l'élément légal, donc de l'infraction. L'élément matériel, c'est comment est-ce qu'on a relevé la fraude, et surtout, et ce qui est le plus difficile à démontrer, c'est l'intentionnalité. Dire que effectivement, la personne a voulu frauder. Et ça, si on n'a pas cet élément-là, on ne peut pas verbaliser. Donc, dans certains cas, on fera une lettre d'observation sans verbalisation. Mais c'est quand même assez rare de notre côté. Et donc voilà, ces actions peuvent donner lieu à un redressement ou pas, hein, évidemment. Bien sûr qu'on fait des actions qui donnent pas lieu à de redressement, heureusement, et où on peut dire, tiens, l'entreprise contrôlée était en règle. Et ces actions peuvent être menées conjointement avec des partenaires. Alors, 2 cas, soit les partenaires sont avec nous lors du contrôle, et dans ce cas-là, soit on peut co-rédiger le procès-verbal, c'est-à-dire rédiger à 4 mains, donc avec nos partenaires, soit ils rédigent eux la partie pénale, nous la partie civile, et il peut aussi y avoir des cas où les partenaires ont fait des actions de contrôle sans nous, donc eux font la partie pénale, nous la transmettent et nous on en tire les conclusions au civil, donc préjudice social. Voilà. Et je pense qu'on va passer Alors, aux on a quand questions-réponses. même A priori, voilà, on a un certain nombre de questions qui nous sont posées. Donc, Vincent nous demande, est-ce que les inspecteurs bénéficient de facilités conventions vis-à-vis des fichiers centraux judiciaires ou administratifs dans le cadre de leur investigation? Alors, je pense que je vais prendre le relais parce que le judiciaire, c'est plutôt la LCTI. Mais alors, je ne suis pas certaine de comprendre correctement la question. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a de gros pouvoirs d'investigation. D'ailleurs, c'est pour ça que les partenaires font souvent appel à nous, parce que on a des fichiers à disposition qui nous permettent d'avoir beaucoup d'informations sur les cotisants. Après, si la question c'est est-ce qu'on a accès aux antécédents judiciaires? Non. De toute façon, clairement, dans nos missions, il n'y a pas d'intérêt. Et si tant est qu'il devait y avoir une alerte spécifique sur un cotisant, nos partenaires nous en feraient part. Très bien, merci Charlotte. On a également un certain nombre de questions concernant les semaines types d'un inspecteur CCA LCTI. Pour la LCTI, je vais faire assez rapide parce qu'il n'y a pas vraiment de semaine type dans la mesure où nos contrôles sont inopinés. Donc, ça peut être de notre initiative programmée, mais ça peut aussi être le matin un service de police, gendarmerie ou autre qui nous dit tiens, on a besoin de vous pour aller faire ce contrôle. Après, on fait du terrain, certes, mais c'est pas non plus la majeure partie du temps. Il faut bien se dire que le terrain, actuellement, il représente entre 10 et 15% grand maximum du temps, et que le reste du temps, c'est des investigations au bureau. Et je laisse la main à Najat pour la semaine type CCA. Donc, à la différence des inspecteurs LCTI, donc les inspecteurs CCA sont souvent en entreprise. Donc, ils planifient en moyenne à 45 jours leur agenda. Donc, ils envoient des avis de contrôle pour informer les entreprises de leur venue. Et donc, une semaine type, c'est se présenter en entreprise le matin, faire un entretien préalable, faire le point sur les documents, dérouler le contrôle. Et souvent, on reprend rendez-vous quand on n'a pas fini le contrôle. Et on s'octroie aussi un temps de rédaction parce que déclencher des contrôles, il faut prendre aussi le temps de rédiger, de relancer, faire des mails, planifier en envoyant des avis de contrôle.
Une fois par mois, on a des réunions de permanence où on se retrouve tous sur site pour partager voilà, des informations soit en lien avec l'actualité du service, mettre à jour nos connaissances juridiques. Donc on assure, enfin les managers assurent une veille juridique et faire le point autour, voilà, autour de la table des difficultés, des problématiques rencontrées. Les inspecteurs bénéficient également d'un temps d'auto-formation, donc une journée où qu'ils prennent voilà, pour creuser des points particuliers. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils passent, on va dire, la majorité de leur temps en entreprise. Très bien, Nadjat. Une autre question. Proportionnellement, les actions sont menées plus vers le RG que vers le TI? Nous, on fait majoritairement, pour les inspecteurs CCA, on fait exclusivement du RG. Et le TI, c'est souvent, je laisserai la parole à Nicolas, donc c'est souvent les contrôleurs qui prennent en charge les contrôles TI. Et une autre question, vous parliez d'analyse de chiffres, en quoi consiste-t-elle? Alors, je crois que c'est sur la partie LCTI qu'on parlait de ça. Alors, oui, on nous alerte sur les acronymes, mais effectivement, RG, c'est régime général, donc c'est employeur, et TI, c'est travailleur indépendant, et on englobe là-dedans les micro-entrepreneurs. Excusez-nous. Après, donc pour l'analyse de chiffres, nous, côté LCTI, on va surtout travailler à partir des comptes bancaires, à partir des déclarations d'impôts. Voilà, donc l'analyse de chiffres, c'est ça. C'est après, dans les comptes bancaires, pouvoir dire ce qui peut correspondre au chiffre d'affaires, ce qui peut être assimilé à de l'emploi, enfin, du salaire, voilà, de manière très, très générale. Et l'analyse de chiffres en CCA, c'est examiner les cohérences, fiabiliser les données, faire des contrôles en cascade à travers le contrôle initial, ce qui signifie que quand vous ouvrez la comptabilité, vous avez des sous-traitants, votre entreprise que vous contrôlez, on dit verse 100 000 € à tel sous-traitant. Donc, à minima, on vérifie que ça a été déclaré chez nous. Et si ce n'est pas le cas, on met en place une procédure spécifique en il faut être en alerte sur chaque aspect et pas que sur l'aspect qui peut à proprement impacter l'entreprise contrôlée. Merci Nadjat. Dernière question pour LCTD. En tant que junior, les contrôles se font avec un senior comme nous sommes en binôme. Alors oui, de toute façon, en LCTI, vous n'êtes jamais seul, soit avec un partenaire, soit avec un collègue, mais bien entendu, quand on débute son activité, on est toujours accompagné en phase de formation et après par un moniteur, tuteur, manager. Et ensuite, évidemment, tant que le manager estime que vous n'avez pas assez d'expérience et d'aisance sur le terrain, vous serez accompagné par vos collègues d'expérience. Et de toute façon, en LCTI ou LCTD, ces deux termes, on n'est jamais seul. C'est soit un inspecteur, un partenaire, soit deux inspecteurs. Alors, travaillez-vous en LCTI sur dénonciation? Oui, absolument. On travaille sur dénonciation. Alors après, dénonciation, on peut tout entendre dans ce terme-là. Je trouve que il n'est pas forcément approprié. On travaille avec des signalements, mais que ce soit effectivement des signalements de particuliers, mais on fait le tri. On a quand même tout un pôle d'assistants qui font un gros travail et qui font le tri. Parce qu'effectivement, on a tout. Mais voilà, le signalement, c'est la clé aussi parce que on a des partenaires qui interviennent dans des entreprises et qui peuvent relever des situations anormales. Donc, et heureusement qu'on les a pour relever parce que nous, on ne serait pas en capacité de relever la fraude partout. Très bien. Eh bien, le reste des questions sont des questions RH, donc je pense qu'elles seront traitées un peu plus tard. Donc, on va laisser la parole, on va donner la parole à Nicolas. Oui, rebonjour à tous. Donc, je me présente Nicolas Trindade. Je suis manager d'une équipe de contrôleurs basée sur 3 départements, 1 Savoie et Haute-Savoie.
J'ai moi-même été contrôleur pendant 13 ans, donc c'est un métier que je connais plutôt bien. Je vais essayer de vous faire une présentation assez succincte et puis vous montrer justement les différences qu'il peut y avoir entre un inspecteur et un contrôleur. Donc, la première chose que je voulais vous expliquer, c'est qu'en Rhône-Alpes, on a 2 styles de contrôleurs. On a les contrôleurs que je dirais généralistes, c'est ceux que je vais c'est vraiment cette partie-là que je vais vous présenter, et on a des contrôleurs spécialisés sur la LCTI. Il n'y a pas d'offre d'emploi pour les contrôleurs LCTI, donc je n'en parlerai pas forcément aujourd'hui. Les 4 missions principales des contrôleurs, évidemment, la première, c'est le contrôle sur pièce ou à partir de données informatiques, donc de l'application de la législation du recouvrement. Nous avons une spécificité, c'est la première par rapport à l'inspecteur, c'est que nous sommes sédentaires. Nous ne nous déplaçons pas dans les entreprises pour effectuer des actions de contrôle. Les contrôleurs restent à leur bureau pour justement effectuer cette action de contrôle. La deuxième mission, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est par rapport au PV de travail dissimulé, procès-verbaux de travail dissimulé. Donc, ce n'est pas la partie d'un contrôleur généraliste. Ensuite, on va parler de déploiement du plan de contrôle annuel de l'organisme pour améliorer le taux de couverture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un nombre de dossiers à effectuer. Là, les chiffres actuellement, on est à peu près à 1 contrôle par jour par contrôleur. Voilà, c'est l'une des spécificités aussi des contrôleurs, c'est qu'ils ne vont contrôler que les très petites entreprises. Donc, quand on dit très petites entreprises, c'est moins de 20, et nous, on pousse un peu plus, on est plutôt à moins de 10 salariés. Donc voilà, c'est des petits dossiers, contrairement aux inspecteurs qui peuvent aller jusqu'aux très grandes entreprises. La 4e mission, c'est bien entendu de participer à l'information et au conseil des employeurs sur l'application de la législation. Lorsqu'un contrôleur va effectuer un contrôle, ça fait partie de sa mission de conseiller le chef d'entreprise sur la législation sociale. Voilà. Alors, les qualités requises, je ne vais pas rentrer dans le détail. On reste sur les mêmes qualités qui sont demandées pour un inspecteur. Parce que, comme je vous le dis, je vais vous le redire, on reste vraiment sur un métier assez similaire. Moi, j'appuierais vraiment sur le goût pour l'investigation, la discrétion, l'autonomie, puisque les dossiers sont faits en autonomie, et la pédagogie aussi. Lorsqu'on effectue un redressement, il faut quand même savoir expliquer à l'employeur quelle a été l'erreur. Voilà, slide suivante. Alors, pourquoi devenir contrôleur? Pareil, je vais essayer d'appuyer plutôt sur certaines choses, des missions diversifiées, comme on l'a expliqué juste avant. On a plusieurs missions. On va faire évidemment, on va faire du contrôle, mais on va être sur les contrôles des employeurs. On va être sur le contrôle des revenus des travailleurs indépendants. Donc, comme je l'expliquais, travailleurs indépendants, gérants majoritaires, profession libérale, artisans, etc. Et aussi, on a une partie sur les micro-entrepreneurs. Donc, on va vérifier les déclarations de chiffre d'affaires des micro-entrepreneurs. Alors, je vais répondre plus ou moins à la question qui avait été posée avant. L'année dernière, on était sur du 2/3 de contrôle de société et 1/3 sur le contrôle de travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs. Maintenant, c'est des chiffres qui peuvent évoluer puisqu'on va plus aller sur des notions de risque sur des entreprises. Voilà. Métier de contact, évidemment, même si on est sédentaire, on doit quand même essayer d'avoir des échanges réguliers avec les comptables, avec les chefs d'entreprise. Moi, je veux vraiment appuyer aussi sur les perspectives d'évolution. On a beaucoup de contrôleurs qui viennent, enfin beaucoup de personnes qui viennent dans ce métier-là pour justement avoir un pied dans le service contrôle pour pouvoir après évoluer. Donc les perspectives d'évolution, c'est très simple, hein. On peut devenir inspecteur après, ou bien partir sur la LCTI, donc inspecteur LCTI, voire même aussi contrôleur LCTI. Alors, c'est vrai que pour être parfaitement honnête, on a beaucoup de personnes qui viennent au départ justement pour dire « moi j'ai envie d'évoluer » et puis au bout de 4-5 ans nous disent « non, non, moi j'aime beaucoup ce métier, donc j'ai envie de rester encore un petit peu plus longtemps ». Donc ça prouve quand même qu'il y a un vrai intérêt pour ce métier. Puis le dernier point, on parle de collectif de travail innovant. C'est vrai que nous, on essaye d'avoir un management un petit peu différent. On est l'approche collaborative
vraiment sur les nouvelles technologies. On est beaucoup dans l'accompagnement. Voilà, on essaye aussi de faire un maximum, nous, managers, sur le bien-être au travail, etc. Voilà. Au niveau de la dernière slide, donc là, c'est vraiment la présentation du métier avec les contrôles qui sont des CPAP, qui veut dire contrôle partiel d'assiette sur pièce. Donc, les 5 points par rapport à cette définition, la première, c'est que c'est une action et une vérification partielle. On effectue un contrôle, mais contrairement aux inspecteurs, on a certaines parties du contrôle qu'on n'effectue pas. Par exemple, on ne va pas forcément vérifier la convention collective, les contrats de plan d'épargne, etc., etc. Donc, il y a certaines parties de la législation qu'on ne va pas vérifier. La période vérifiée est limitée, ça c'est le deuxième point. Les inspecteurs font des contrôles sur 3 ans. Nous effectuons des contrôles sur une seule année. Le troisième point, donc ce qu'on a expliqué juste avant, c'est vraiment un contrôle qui est destiné pour les très petites entreprises. Donc, je vous ai dit, moins de 20, mais nous, on est plutôt sur maximum 9 salariés, et aussi les collectivités locales entrent également dans le champ du CPAP, comme je l'ai déjà dit, pardon, le contrôle des revenus des travailleurs indépendants et des micro-entrepreneurs. Le quatrième point, donc le contrôle, le CPAP, c'est dans le cadre de l'article R243-59.3 du Code de la sécurité sociale. Il peut être effectué aussi par un inspecteur. Généralement, les inspecteurs ne font pas des CPAP, mais un inspecteur peut être amené à le faire. L'inverse, un contrôleur ne peut pas effectuer de contrôle d'assiette sur place, évidemment. Donc, comme je l'ai dit, sur la base des pièces adressées par l'entreprise, donc je répète, vous êtes sédentaire lorsque vous êtes contrôleur, et avec une observation rigoureuse des dispositions de l'article R243-59, c'est-à-dire que la procédure du contrôleur, les procédures du contrôleur sont exactement les mêmes que les procédures de l'inspecteur. On envoie un avis de contrôle, on effectue une lettre d'observation, il y a un délai contradictoire. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais voilà, on est sur les mêmes procédures qu'un inspecteur, pardon. Et la dernière chose, c'est vrai qu'on a eu une évolution donc avec la COG de 2023 qui va jusqu'en 2027. On est vraiment sur une évolution du métier de contrôleur, où avant, on était vraiment sur des entreprises qui avaient un faible risque. Donc, quand on dit faible risque, c'est un faible risque de redressement. Et aujourd'hui, on tend vraiment à aller sur des périmètres différents et d'aller vraiment plus sur des entreprises avec plus de risques. Et on parle aussi d'une participation accrue à la LCTD, donc notamment par le biais de signalements. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans nos investigations pour essayer de faire des signalements auprès des services de la LCTI pour leur signaler justement des entreprises qui pourraient être en situation de fraude. Voilà, là, la dernière slide, je pense que ce n'est pas nécessaire d'en parler, puisque c'est vraiment pour les contrôleurs LCTI. Donc, si parmi les participants, il y a une personne qui deviendra contrôleur, eh ben, écoutez, si un jour elle a envie de devenir contrôleur LCTI, eh bien, elle pourra voir Charlotte pour lui en parler. Voilà, j'espère que j'ai bien présenté ce métier. Et puis, s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Nicolas, non, Oui. il semble ne pas y avoir de questions. En tout cas, ta présentation a été très claire. On peut donc passer, Merci. on est un peu en retard, sur la partie RH et le Voilà. processus de recrutement. Merci à toi. Merci. Alors, on va enchaîner du coup sur le processus de recrutement. Il y avait beaucoup de questions de votre part sur le sujet ainsi que la formation. Donc, on va essayer de répondre à tout ce que vous aviez comme question. Pour me présenter très rapidement, Maud Mallier, moi je suis coordonnatrice régionale sur la partie RH pour l'URSSAF Rhône-Alpes. Et donc, je vais vous donner un maximum d'informations sur ce processus de recrutement sur les métiers d'inspecteur et de contrôleur. Donc, sur notre 59e promotion d'inspecteur du recouvrement et 19e promotion contrôleur, on a 19 postes ouverts au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes, 9 postes qui sont ouverts sur la partie contrôle comptable d'assiette, qui n'a plus de secret pour vous avec la précédemment,
Donc, on en a 7 sur Vénissieux et 2 postes qui sont ouverts sur Annecy ou Chambéry. On a 9 postes sur la partie LCTD, donc lutte contre le travail dissimulé, potentiellement sur Bourg-en-Bresse, Privas, Grenoble, Vénissieux, Chambéry et Annecy. Et un poste de contrôleur CCA, contrôle comptable d'assiette, à Vénissieux, Villefranche ou Bourg-en-Bresse. Sur les lieux des postes ouverts, quand vous déposez votre dossier de candidature dans votre lettre de motivation, veillez à bien indiquer le site sur lequel vous souhaitez vous positionner. Il y avait une question d'un des participants sur le sujet. Pour qu'on puisse identifier le site que vous souhaitez, il faut bien l'indiquer dans votre lettre de motivation. N'hésitez pas à indiquer si vous avez plusieurs sites sur lesquels vous êtes mobile. Alors, sur les profils recherchés, on avait aussi des questions sur le sujet. On a 2 types de profils, on va dire, selon si on est interne à la branche recouvrement et à l'institution sécurité sociale, ou si on est candidat externe. Donc, si on est interne, il faut disposer de 3 ans d'expérience professionnelle sur le poste actuellement occupé et disposer d'un avis favorable de la ligne hiérarchique afin de confirmer l'avis. Il est sur une évaluation de la projection sur le poste visé, donc inspecteur ou contrôleur. Cet avis hiérarchique, il est à compléter par votre manager et à joindre à votre dossier de candidature. Pour récupérer la grille d'analyse, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On vous a remis l'adresse mail sur le PPT, RH recrutement Rhône-Alpes, pour qu'on puisse vous adresser le fichier d'évaluation. Pour les candidats internes branches qui occupent déjà un poste de contrôleur du recouvrement et qui veulent s'inscrire dans le cadre d'une passerelle, il faut aussi, donc une passerelle pour intégrer un métier d'inspecteur, il faut aussi disposer d'un avis managérial objectivé et favorable sur la validation de la maîtrise de la fonction déjà de contrôleur du recouvrement. Pour les candidats externes, ce qu'on appelle tout profil, c'est-à-dire pas forcément d'expérience professionnelle requise, il faut à minima être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3, toute filière confondue. Il n'y a pas de filière spécifiquement indiquée dans les prérequis nationaux sur les postes d'inspecteurs. Pour des profils plus expérimentés, c'est-à-dire justifiant d'une expérience professionnelle, il faut être titulaire à minima d'un diplôme de niveau bac, sans filière particulièrement ciblée, et disposer de 5 ans d'expérience professionnelle dans les domaines qui peuvent être de la comptabilité, de l'enquête, de l'investigation, de l'analyse des données et ou ayant une bonne connaissance de la procédure pénale. Pour tous les candidats, que ce soit des candidats internes ou externes, il y a également 2 prérequis. Être titulaire du permis de conduire en cours de validité en France, c'est une pièce à joindre à votre dossier de candidature, et disposer d'un casier judiciaire vierge, c'est le bulletin numéro 3 que vous pouvez demander en ligne et qu'il faut joindre également à votre dossier de candidature. Pour les contrôleurs du recouvrement, on fait aussi une distinction candidat interne, branche recouvrement et institution et candidat externe. Pour les internes, aucune condition de diplôme. Il faut disposer également, comme pour les inspecteurs, de 3 ans d'expérience sur le poste actuellement occupé et disposer d'un avis managérial favorable sur la projection sur ce poste de contrôleur. Pour les candidats externes, être titulaire à minima d'un diplôme de niveau Bac+2, pas de filière spécifiquement identifiée, et aucune expérience professionnelle requise, aucune condition d'expérience professionnelle n'est requise. À la différence des inspecteurs du recouvrement, il n'est pas exigé le permis de conduire, puisque, comme cela vous a été expliqué, les contrôleurs du recouvrement ne sont pas itinérants, mais sont sédentaires, donc pas d'exigence sur le permis de conduire. Par contre, on a la même exigence que pour les inspecteurs du recouvrement, à savoir disposer d'un casier judiciaire vierge, c'est le bulletin numéro 3. Pour candidater, toutes les offres pour les postes d'inspecteurs et de contrôleurs sont en ligne sur le site La Sécu Recrute pour toutes les régions. Tout a été mis en ligne à compter du 2 septembre et vous avez jusqu'au 30 septembre pour déposer votre dossier de candidature complet. Donc vous avez un QR code sur cette slide qui vous permet d'accéder directement
aux offres qui ont été publiées par l'URSSAF Rhône-Alpes et l'URSSAF Auvergne, puisque le QR code mène sur les offres de la grande région, on va dire, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Mais là, on est bien sur celle de Rhône-Alpes, dont on vous parle aujourd'hui. Donc, vous pouvez très facilement identifier Rhône-Alpes quand vous allez sur la Sécu Recrute. Et donc, vous retrouverez toutes nos offres. Vous pouvez candidater sur 1, 2 ou 3 offres, puisque nous avons 3 offres en ligne pour nos 19 postes. Une offre inspecteur CCA, une offre inspecteur LCTI et une offre contrôleur du recouvrement. Vous pouvez cliquer sur les 3 en indiquant à chaque fois dans votre lettre de motivation pourquoi vous souhaitez vous positionner sur tel ou tel poste. Vous déposez donc tous les documents demandés, CV, lettre de motivation, justificatif, permis de conduire, diplôme au besoin et le casier judiciaire, et vous envoyez votre candidature. Si vous souhaitez candidater sur plusieurs organismes, dans plusieurs régions, il ne faut candidater que sur la région qui est votre choix numéro 1. Il ne faut pas candidater sur les offres de toutes les régions que vous visez. C'est nous, après, en termes d'administration derrière, qui nous transmettons les candidatures entre régions si vous avez une autre région en choix 2 ou en choix 3. Vous pouvez l'exprimer dans votre dossier de candidature, dans le formulaire de candidature sur la securecrute.fr. Vous pouvez indiquer si vous avez un autre choix de région. Sur les étapes de la procédure de recrutement, donc jusqu'au 30 septembre, dépôt des dossiers. On a début octobre, on finit l'analyse des candidatures sur dossier. On compte tous les éléments que vous aurez mis dans votre dossier de candidature. En fonction de l'analyse de votre dossier de candidature, vous allez être convoqué à des tests d'aptitude cognitive. Donc, ce sont des tests qui sont passés en distanciel. Ils seront passés entre le 14 et le 15 octobre. Vous recevrez un lien de connexion, des codes pour accéder à ces tests. Et il faudra les passer sur un créneau identifié. On va les passer quand on veut. Il y a un créneau vraiment identifié sur les dates du 14-15 octobre et vous devrez les passer sur ce créneau-là. Les tests d'aptitude cognitive sont uniquement pour les externes, les candidats internes. À l'institution ne passent pas les tests d'aptitude cognitive puisqu'il y a l'évaluation managériale qui vient en complément. Les tests d'aptitude cognitive, je reviens juste parce que j'essaie d'aller vite parce que je vois que le timing est un peu court, mais c'est important de vous dire que ces tests d'aptitude cognitive visent des appétences numériques, verbales et le raisonnement logique. Donc il y a différents, vous pouvez très facilement trouver soit des applications d'entraînement aux tests d'aptitude cognitive, soit des livres sur le sujet. Il y en a beaucoup pour pouvoir s'entraîner. En tout cas, ce ne sont pas des tests sur des aptitudes techniques liées au métier d'inspecteur, précisément. C'est vraiment du raisonnement numérique, verbal et logique. Si au test d'aptitude, vous avez un résultat suffisant, vous passez à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, pour les contrôleurs du recouvrement, c'est un entretien de motivation. Et pour les inspecteurs du recouvrement, c'est ce qu'on appelle un assessment ou session d'évaluation individuelle. Donc, c'est bien une évaluation individuelle qui dure environ 3 heures, qui se fait en distanciel, sur laquelle, parce qu'il y avait une question dans les fils de conversation, il n'y a rien à réviser. C'est de la mise en situation professionnelle. Donc, on vous demande en fait de faire une étude de cas, des exercices, des jeux de rôle qui vous amènent à réagir dans un contexte professionnel donné. Donc, l'idée, c'est vraiment de réagir de la manière la plus professionnelle possible et comme vous réagiriez dans un contexte professionnel. Rien à réviser. Ça ne cible absolument pas de la technicité des métiers du contrôle. C'est vraiment la manière de réagir face à une situation professionnelle donnée. Donc, session d'évaluation individuelle uniquement pour les inspecteurs. Et en fonction des résultats de cette session d'évaluation individuelle, les candidats pour les postes d'inspecteurs, comme pour les contrôleurs, passent un entretien de motivation. C'est un entretien
assez classique de recrutement qui vise à la fois à approfondir le parcours, la motivation du candidat, mais aussi à répondre à ses questions, parce qu'il peut y en avoir. Et ces entretiens interviennent fin novembre, début décembre. Tout début décembre, notre décision sur les personnes retenues, et les personnes retenues intégreront la formation en janvier. À chaque étape du processus de recrutement, vous avez une réponse qui vous est adressée par les équipes RH pour vous dire où en est votre dossier. Donc à chaque étape, vous aurez une réponse pour savoir si vous allez ou non à l'étape suivante. Et si vous n'allez pas à l'étape suivante, vous avez aussi une réponse. Et du coup, on peut passer aux modalités de formation et on regardera, une fois qu'on aura balayé aussi les modalités de formation, s'il y a des questions auxquelles il faut qu'on réponde oralement. Donc, il y a effectivement une formation initiale certifiante pour les métiers d'inspecteur et de contrôleur du recouvrement. La formation commence en janvier. C'est une formation qui est obligatoire et qui délivre une certification qui est nécessaire pour pour occuper les métiers d'inspecteur et de contrôleur. Donc, c'est un certificat de qualification professionnelle qui a une reconnaissance européenne équivalent à un Master 2 pour les inspecteurs et un Bac+3 pour les contrôleurs du recouvrement. Tout au long de la formation, les élèves inspecteurs et contrôleurs suivent tout un tas de modules qui leur permettent d'assurer leur future mission. Donc, ils apprennent vraiment leur rôle de contrôleur ou d'inspecteur, tant sur des sujets de législation, de comptabilité, de normes professionnelles, de posture aussi, et de communication. Voilà, différents modules qui visent toutes ces compétences-là. Les conditions plus pratiques de la formation, donc la formation, comme je vous le disais, démarre en janvier et s'étale sur 12 mois maximum, puisque selon les spécificités, ça peut être un peu moins, mais globalement, c'est à peu près 12 mois. C'est en alternance, donc il y a à peu près 50% de phase théorique en centre de formation et 50% de stages sur le terrain, donc à l'URSSAF, et avec des stages en entreprise. Quand on dit centre de formation sur les phases théoriques, donc on n'a pas les lieux de formation encore totalement identifiés, puisqu'on attend d'avoir finalisé les étapes de recrutement au niveau national pour pouvoir définir les lieux de formation. Par contre, en Rhône-Alpes, on est site d'accueil pour les formations. En tout cas, on est toujours volontaire pour être site d'accueil pour les formations théoriques. Donc, il y a de grandes chances qu'une grande partie de la formation se déroule en région Rhône-Alpes. Pour les stages terrain, quand on dit stage terrain à l'URSSAF Rhône-Alpes, ce sera sur le site sur lequel vous serez rattaché, donc le site sur lequel vous nous aurez indiqué que vous êtes intéressé pour candidater sur le poste d'inspecteur ou de contrôleur. Pendant la formation, vous êtes rémunéré. Donc pour les internes de la branche, c'est un maintien de la rémunération actuelle. Et pour les personnes externes, donc les embauches d'externes, il y a une rémunération annuelle brute pendant la formation de 28 KE à peu près pour les inspecteurs et 25 KE pour les contrôleurs. C'est pendant la formation. À l'issue de la formation, le niveau de classification change et donc la rémunération change également. Pendant toute la durée de la formation, vous êtes défrayé, donc les frais engendrés par les déplacements sur le centre de formation, sur le lieu de la formation théorique, vous avez un remboursement de frais des couchers, déplacements, repas. Voilà. Le déroulement de la formation, donc il y a une partie socle qui est commune à tous les métiers du contrôle, donc que ce soit inspecteur ou contrôleur, il y a une partie socle, que ce soit CCA ou LCTI. Et après, il y a des modules spécifiques qui permettent de spécialiser sur plutôt contrôleur sur pièce, plutôt LCTD, plutôt CCA. C'est des formations qui peuvent être soit en présentiel sur nos sites de formation, soit en distanciel. Tout au long de la formation,
comme on vous le disait, il y a de l'alternance, donc il y a de la mise en situation professionnelle, en binôme, en accompagnement avec des tuteurs, des moniteurs qui sont eux-mêmes déjà dans les métiers du contrôle. En termes de suivi d'évaluation, c'est tout au long de la formation, les stagiaires sont suivis de manière attentive et personnalisée. Il y a des points très très réguliers qui sont faits par les tuteurs, par les managers, mais aussi par le centre de formation. Il y a un référent au sein du centre de formation. Et des points très réguliers sont faits pour voir l'avancée de la progression, là où ça fonctionne plutôt bien, là où il y a besoin peut-être de mettre en place des choses pour aider à la progression. Voilà, il y a vraiment un suivi personnalisé et attentif tout au long de cette formation. La direction aussi de l'organisme suit la progression des stagiaires et à chaque phase, on se prononce sur la poursuite ou non, l'adaptation nécessaire ou non, l'arrêt potentiel de la formation. S'il y a un trop gros décalage, l'idée, c'est de ne pas mettre les gens en difficulté et s'acharner à faire poursuivre une formation à quelqu'un qui serait trop en difficulté, on peut arrêter cette formation. À l'issue, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une certification à l'issue des mois de formation avec un jury de certification qui est un jury qui réunit différents acteurs neutres, externes à l'organisme d'appartenance, qui va auditionner les stagiaires et se prononcer sur la base de réalisations probantes qui seront fournies par le stagiaire et qui auront été réalisées pendant sa période de formation. On est arrivé au bout de la présentation. Je suis allée un petit peu vite, donc n'hésitez pas s'il y a des questions à les poser dans le fil de conversation. Je ne sais pas pour mes collègues qui regardaient un petit peu les questions qui arrivaient, est-ce qu'il y a des questions particulières? Maud, on aura répondu aux questions qui étaient posées dans le fil de discussion avec Sylvie. Alors, on a quand même quelques questions qui nous arrivent. Connaîtrons-nous les salaires pour les deux types de postes? Alors, les salaires, on les a indiqués, du coup, c'était indiqué, si on peut revenir sur les slides précédentes. On a indiqué, du coup, pour les inspecteurs, pendant la formation, la rémunération est à 28 KE. Je prends mes petites notes parce qu'à l'issue de la formation, on est plutôt sur 34 parce qu'ils basculent niveau 6. Et pour les contrôleurs, ils sont à 25 KE à peu près. Hein, pendant la formation, les contrôleurs sont à 25 KE et à l'issue, ils sont à 28 KE. Merci Maud. Une autre question, si on a une mobilité totale à l'échelle de l'ensemble de la région et donc que l'on n'a pas de préférence sur tel ou tel organisme, cela doit aussi être mentionné. Alors oui, il faut le mentionner dans la lettre de motivation. Ça nous permet de savoir si effectivement c'est une mobilité totale sur potentiellement tous les sites sur lesquels on ouvre les postes ou si c'est un oubli. Donc le mieux, c'est de le mentionner pour qu'on soit bien sûr de ce que vous aviez en tête. Vous pouvez le mentionner dans la lettre de motivation. Très bien. On a une question sur les contrats. Est-ce que le contrat est signé, se fait après la certification et la personne souhaite savoir quelle est la période d'essai pour un inspecteur? Alors, les contrats sont signés dès le début de la formation, puisque l'embauche démarre au moment du démarrage de la formation. Donc, on le signe tout de suite. On n'attend pas la certification pour signer le contrat. Et il y a une période d'essai de 2 mois. Très bien. Pas d'autres questions? Eh bien, on peut conclure. Donc, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de rejoindre nos équipes. Je le rappelle, et ça a été écrit sur le fil de discussion, un replay sera disponible les prochains jours sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Rhône-Alpes. Et dans le chat, nos modérateurs vous transmettent un lien très court
vers un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire. Merci de prendre une minute afin d'y répondre. Nous vous souhaitons une bonne journée et merci encore d'avoir participé.